Bonjour Benoît Dutertre. Bonjour. Alors Benoît Dutertre, merci de venir nous voir ce matin si tôt dans la matinale de France Musique. Vous êtes écrivain bien sûr, vous êtes aussi producteur à France Musique d'une émission tous les samedis à 11h. Étonnez-moi Benoît. Voilà. Alors Benoît, vous êtes l'auteur là d'un roman épais, complexe, un roman qui tient parfois de l'essai philosophique, ou je dirais, enfin, c'est peut-être beaucoup dire, mais disons qu'il tient parfois du manifeste. Et c'est un livre en même temps très autobiographique, où vous nous racontez l'histoire d'un jeune homme dans les années 80 qui s'appelle Jérôme Demortel, qui habite à Dieppe. Voilà. Moi, j'ai grandi au Havre. Vous voyez, c'est pas tout à fait autobiographique. C'est pas tout à fait autobiographique, il y a au moins mais presque. 100 km. Et c'est quelqu'un, il y a une différence avec vous, c'est que vous me le disiez hors antenne, vous avez toujours voulu écrire ce que vous avez fait. Ouais. Et je lis dans votre livre, composer était le but secret de Jérôme, mais entre pop, jazz, musique classique et contemporaine, il peinait à trouver sa voix. Mais ça, pourtant, c'est assez vrai, bien que c'est vrai que j'ai jamais eu l'ambition d'être musicien ou d'être compositeur. J'ai toujours voulu être écrivain et en même temps j'ai toujours vécu dans la musique, et donc c'est comme si j'avais pris une partie de ma propre histoire, ma partie musicale, et dans cette découverte de Paris, dans cette montée à Paris, pour composer un personnage qui me ressemble beaucoup, mais qui évidemment n'est pas moi. Alors ce personnage, vous le décrivez vous-même comme une sorte de Rastignac, oui. Mais c'est un Rastignac qui se fait manger par Paris, c'est un Rastignac qui se fait presque détruire par Paris. Alors vous nous racontez en fait l'arrivée à Paris d'un jeune provincial dans le Paris. Alors c'est très important à dire, ce Paris de la fin 70, début 80. Voilà, c'est ça, hein, 79-80, ce qui est aussi l'époque précise où je suis arrivé moi-même à Paris. Ouais. Et si vous voulez, moi j'aime bien les liens avec l'histoire littéraire et l'histoire tout court. Et c'est vrai que le thème de la montée à Paris, c'est comme ça un archétype romanesque. Et puis ça veut dire quelque chose dans l'inconscient, d'une certaine façon, de tout jeune Français qui veut devenir artiste. Il est pétri de toute une mythologie de personnages de fiction, comme Rastignac, mais aussi de personnages réels, de tous ces artistes qui, parce que la France est la France, avec son organisation en toile comme ça, avec Paris au centre, ils sont tous montés à Paris à un moment donné. Et ça m'intéressait de faire revenir mon personnage sur ce chemin de la capitale, à une époque qui est en même temps est très très différente de celle où tous ces grands artistes se sont fait connaître par Paris, parce que Paris était le modèle des arts, le modèle qui a inventé. Et lui, il arrive en 1980, c'est-à-dire à un moment où Paris imite plus qu'il n'invente, mais il ne le sait pas forcément, mon personnage. Donc il est toujours dans ce décalage entre sa mythologie parisienne et la réalité du Paris des années 80, qui est celle du Forum des Halles, des nouvelles modes musicales anglo-américaines, etc. Et il se laisse complètement emporter par tout ça, effectivement, jusqu'à une certaine forme de catastrophe. Ça pourrait s'appeler Jérôme fait des bêtises, quoi. Il tombe dans tous les pièges d'une certaine façon. Alors il tombe dans tous les pièges les uns après les autres, mais il fait aussi des rencontres fascinantes, parce que à travers, dans ce livre, vous faites découvrir à ceux qui ne connaissent pas cet univers de la nuit des années 80. Donc alors on va dans les boîtes de jazz. Alors ça commence plutôt rue des Lombards, mais qui était pas du tout comme aujourd'hui, une espèce de rue du jazz labellisée dans tous les guides, etc., avec des clubs assez officiels. Mais il y avait déjà le jazz à la Chapelle des Lombards, qui a ensuite émigré vers la rue de Lappe, et où tous les soirs se produit à ce moment-là Bernard Lubat, qui est une des premières fascinations musicales de mon jeune héros, comme ça l'a été pour moi d'ailleurs. Et là, il va y avoir une espèce de rencontre un peu curieuse entre votre jeune héros, Jérôme Demortel, et puis une espèce de créature, une femme folle, bizarre, fantasque, un peu vampire, qui s'appelle Mina. Voilà. Et alors Mina va jouer un rôle très important dans le destin de Jérôme, parce que c'est elle qui va l'entraîner dans la nuit de Paris. Voilà, c'est ça. Elle le prend un petit peu comme on pourrait dire comme Larbin, mais aussi comme compagnon de route, puisqu'elle, c'est une artiste ambitieuse, à la fois actrice, chanteuse, etc. Alors, ce qui m'amusait, c'était l'opposition de deux générations, parce que ce livre est fondé, en fait, sur une chose que j'ai vécue assez fortement, c'est-à-dire l'opposition aux aînés, 68 arts, hippies, etc., qui avaient eux-mêmes inventé une espèce de modèle de façon d'être, et auquel ma génération a voulu s'opposer de façon radicale en faisant tout le contraire, en se coupant les cheveux au lieu d'avoir les cheveux longs, en mettant des vêtements en plastique avec des couleurs fluo au lieu de mettre des vêtements indiens, etc. Et il y a toujours entre Mina, cette artiste de music hall qui est un peu de la génération d'avant, et le jeune Jérôme, cette opposition
des irréconciliables que sont les néo-hippies et les jeunes New Wave, si vous voulez. Jérôme est sans cesse tiraillé entre d'un côté l'aspiration à la lumière, c'est-à-dire il veut composer, il y a dans le livre à un moment donné, vous faites un flashback rouennais, il y a la découverte de la musique répétitive, c'est quelqu'un qui a envie de faire connaître des choses nouvelles. Aussi, qui veut être d'avant-garde, absolument. C'est son idée, au fond, c'est d'être toujours d'avant-garde. Il est passé... Alors là, j'ai encore repris un peu mon modèle. Je veux dire, il est passé par la fascination de la musique contemporaine, puis tout d'un coup, il a découvert la musique répétitive comme une chose encore plus moderne, etc. Encore plus contemporaine. Et d'une certaine façon, s'il glisse peu à peu vers le jazz, puis le funk, etc., c'est parce que pour lui, ce sont des langages évidemment encore plus vivants et encore plus à l'avant-garde que ces vieilles formes de musique classique sophistiquée. Alors ça, on écoute un petit peu de votre choix, Benoît Duterte, c'est L'Ange des Orages, extrait de North Star de Philip Glass. Ça donne un peu le tournis, comme ça, c'est comme je dis parfois une espèce de musique de manège, vous savez, mais qui serait dans un mauvais rêve, comme ça, qui tourne. Et c'est le premier disque que j'ai acheté par hasard quand j'étais encore moi-même étudiant en musique à Rouen, comme mon personnage, qui était un disque de Philip Glass qui s'appelle The North Star, et qui est un très beau disque parce que, en général, Philip Glass, les morceaux durent une face, et là, en fait, il y a 4 morceaux par face, quand même, de 33 tours. C'est des espèces de petits condensés des différentes techniques musicales de Philip Glass que je découvrais à ce moment-là par le biais d'un étudiant qui revenait des États-Unis, qui nous en avait parlé à la fac, alors même que, évidemment, tout le corps professoral était encore très post-sériel, etc., et que tout ça n'existait pas à ce moment-là. Et moi, c'est vrai que j'ai adoré ça tout de suite. Ouais. Alors, officiellement, Jérôme de Mortel, votre personnage dans votre livre À nous de Paris, donc vient faire des études très sérieuses de musicologie, c'est ça d'histoire de l'art. D'histoire de l'art, voilà. Il vient faire des études d'histoire de l'art, mais il ne met pas les pieds à la fac. Et au fond, fois au moins. Oui, peut-être une fois. Et au fond, il se laisse... Alors, dans le positif, il fait des rencontres, il se met à travailler plus ou moins comme régisseur, plus ou moins dans des... comme ça, un petit peu... Enfin, il est au bord du spectacle. Et puis surtout, et là, ça devient plus dangereux pour lui, il découvre l'univers de la nuit, et notamment, il découvre un lieu qui est un peu on pourrait dire, c'est presque le mausolée de cette époque-là, c'est le lieu mythique, c'est les bains-douches. Voilà. Il faut dire que il a toujours là de ce fait dans la tête l'idée que la vie d'artiste se fait à Paris, que Paris invente les modes et que les modes se font la nuit dans un milieu particulier auquel il faut avoir accès parce que c'est là que se décideraient toutes les choses importantes pour les artistes, pour la mode, etc. Donc c'est pour ça qu'il a cette espèce de fascination. Et c'est vrai que les bains-douches, moi je me rappelle très très bien cette époque parce que j'avais été quand même assez marqué par la reparution d'Actuel, qui avait été le magazine des années 70 version hippie et qui ressortait comme... D'ailleurs, c'était titré comme ça, un magazine des années 80 Absolument. Et qui était un peu le journal phare des jeunes New Wave dans mon genre. Et alors moi, je cherchais évidemment dans les pages où est-ce qu'il fallait aller quand j'allais arriver à Paris. Et les bains-douches étaient évidemment l'adresse. Alors, je fais des développements, ça m'amuse beaucoup évidemment, sur toutes les tentatives de séduction d'une physionomiste qui règne en comment entrer aux bains-douches, Voilà, Farida qui est en haut de l'escalier et qui a toute cette horde de jeunes gens modernes qui ont tous essayer d'avoir le meilleur look possible pour se faire accepter dans ce lieu magique, et ça suffit pas toujours parce que quelquefois c'est pas du tout évidemment une question de look. Voilà, et donc j'ai décrit les tentatives malheureuses de mon personnage pour arriver là, et aussi la façon dont au fond c'est ça qui m'intéressait, c'était que il a dans la tête l'avant-garde, la modernité, etc. Et au fond sans s'en rendre compte, il est complètement emporté dans une chose qui est simplement la futilité, la représentation, etc. Et le glissement entre les deux, surtout dans ces années 80 où il y a toujours une espèce de culte du second degré, si vous voulez, il est assez subtil, quoi. Et ça ira encore plus loin puisqu'il va aller de la futilité à l'enfoncement dans la cocaïne. Il va découvrir la cocaïne. Voilà, la cocaïne, mais là aussi, c'est ça qui m'amusait, si vous voulez, c'est la drogue par excellence de cette génération, c'est-à-dire c'est toujours dans l'opposition à la génération d'avant, et justement cette mythologie qui fait que chaque nouvelle génération pense qu'elle doit se définir par un style contraire de ses aînés, et donc alors avant, effectivement, les années pop, c'est plutôt les drogues hallucinogènes, etc., et tout d'un coup, c'est ce culte de l'énergie, de l'apparence, de la bonne humeur, mais entretenu de façon factice, effectivement, par beaucoup de cocaïne, comme ça se faisait
pas mal à l'époque de fait. Alors il en consomme de façon industrielle, il devient un drogué au sens il devient même un petit dealer. Hein. Il essaie aussi, oui, il est dealer à la fin. Il essaie aussi l'héroïne, il essaie le LSD. Et d'ailleurs sur la cocaïne, il y a une phrase que j'ai trouvée dans votre livre que j'ai trouvée très très intéressante. Il dit Jérôme se sentait comme le surhomme nietzschéen. Il n'avait pas l'impression d'être dans un état second, mais plutôt dans un moment de plénitude. Oui, ce sont sont des effets assez paradoxaux de cette drogue qui effectivement, si vous voulez, vous met dans une espèce d'état de surnormalité comme ça, ou assez illusoire évidemment parce que ça retombe vite. Mais voilà, c'était ce que recherchaient effectivement les jeunes gens de cette génération comme mon héros, c'était d'être un surhomme. Ouais. Alors ça, c'est votre choix, Benoît Duterte, c'est Sex Machine par James Brown. James Brown qui joue un rôle très important dans le destin de votre personnage dans votre livre À nous deux Paris. Oui, parce que c'est comme, enfin, et je dirais pour moi aussi, c'est comme s'il rencontrait tout d'un coup Dieu sur terre, la vraie musique, Brown, la musique absolue, etc. Et c'est vrai que pour moi qui cherchais pendant des années les avant-gardes dans le rock, dans le jazz, dans la musique contemporaine, etc., tout d'un coup il y avait comme ça une espèce d'évidence dans cette musique funky, et spécialement dans James Brown, qu'on est le grand maître si vous voulez, mais je dirais d'une évidence musicale dans la construction tellement simple et tellement efficace et en même temps tellement jubilatoire de toutes ces lignes rythmiques superposées, les guitares, la basse, les chœurs, etc. Il y a quelque chose qui est pour moi de l'ordre de la perfection et du naturel musical. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné parce qu'à la même époque, j'écoutais aussi du Steve Reich et des choses comme ça, qui sont basées sur la même construction, sauf que dans le funk, il y a en plus une chose qui est de l'énergie brute comme ça et qui se rapproche aussi d'une certaine façon du premier jazz, enfin qui est quelque chose de l'ordre du bonheur physique et intellectuel à travers la musique. Donc voilà, James Brown, ça a été l'expérience décisive et c'est celle que effectivement mon jeune héros rencontre comme ça au cours d'une soirée au bain-douche et qui va changer un peu son orientation musicale sans l'amener d'ailleurs pour autant au succès parce que son itinéraire à lui est beaucoup plus modeste. Oui, parce qu'en fait votre personnage, ce qui est tragique, c'est qu'en fait il va s'abandonner dans Paris, il va se laisser manger par ce Paris factice des années 80, voilà, de soirée en soirée. Il aura la chance de faire la soirée d'ouverture du Privilège en présence d'Andy Warhol, mais lui évidemment il a une petite table dans un coin, il n'est pas vraiment invité, enfin il est à moitié invité sans être placé. Enfin, et en même temps Warhol est le symbole même de cette esthétique, si vous voulez, de l'apparence, du second degré, etc. Alors il a une vie absolument démentielle, il se réveille à 4h de l'après-midi, il est en décalage avec le reste du monde, il a les narines blanchies par la cocaïne en permanence. Y compris quand il va chez son banquier pour lui demander une rallonge. Il va chez le banquier avec du blanc autour de lui, de la poudre blanche qui lui dégouline sur le menton, enfin il est absolument épouvantable. Et puis ça se termine en tragédie, puisque page 303, il meurt à 24 ans, le 13 avril 1985. Il est, on pourrait dire, l'un des nombreux cas de sida de cette époque, puisque c'est le moment où culmine l'épidémie de sida. Et puis, vous allez encore plus loin dans la cruauté à l'égard de Jérôme de Mortel. C'est que, en plus, quelques années plus tard, alors, il voulait être compositeur et sa famille va jeter le carton de ses partitions en disant, de toute façon, ça n'intéresse personne. Donc, vous le tuez pour le ressusciter. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est-à-dire, bon, si vous voulez, c'est un livre aussi sur les années 80 ou sur le début des années 80, donc ça m'intéressait comme un jeu littéraire d'imaginer les destins possibles de mon personnage. Et effectivement, le sida, malheureusement, c'est la chose qui arrive juste à ce moment-là. Et pour mon héros en particulier, qui a une sexualité indécise, puis qui finit par se découvrir homosexuel et se lancer dans des aventures un peu débridées, c'est une des fins malheureusement très très plausible. Et en même temps, je me suis dit non, je vais pas arrêter là, c'est pas possible. Donc je vais imaginer l'autre versant des années 80. C'est quoi ? C'est le youpi. Et je vais en faire une espèce de youpi de la musique qui devient en fait, dont on se découvre un jour qu'il aurait été finalement le précurseur français de la techno avec un petit morceau dans lequel il joue des boucles comme ça répétitives justement, influencées à la fois par le funk, par la musique contemporaine, et finalement ça devient une espèce de morceau culte qui va faire de lui une vedette un tout petit peu malheureuse aussi parce qu'il n'arrivera jamais à avoir un deuxième succès, mais le premier succès suffira à faire de lui un personnage important. Et on en vient finalement au vrai sujet
sujet de votre livre qui est Paris. Oui, bien Vous sûr, dites, oui. Jérôme À nous me deux, ressemble comme un frère, moi aussi j'ai erré comme ça dans Paris, mais est-ce que j'ai erré dans Paris ou est-ce que j'ai erré dans une espèce de simulacre dont Guy Debord parlait d'ailleurs en disant nous vivons aujourd'hui dans le néo-Paris. Alors je voudrais vous lire un passage de votre livre. À un moment donné, vous dites le monde est devenu cet antre infâme et pur, envahi de normes qui donnent l'impression de fréquenter partout le même motel texan. Est-ce que c'est ça? Est-ce que Paris aujourd'hui n'est qu'un décor? Est-ce que Paris est mort? Non, mais bien sûr que non, c'est pas aussi simple que ça. Mais bon, c'est vrai, je dois dire à titre personnel, et pardon, parce que je sais que par exemple que le tabac est très mauvais pour la santé, mais c'est vrai qu'un club de jazz qui est pas un Sans petit peu fumer de enfumé, cigarette, moi je trouve ça manque de poésie, mais bon, c'est mon point de vue, je sais qu'il est discutable. Mais simplement, effectivement, on est aujourd'hui un peu dans l'époque du festivisme, comme dirait Muret, organisé. Hein. Je veux dire, oh oui, il y a beaucoup de choses dans Paris, il y a les nuits blanches, il y a Paris plage, il y a plein de fêtes comme ça, permanentes, plus ou moins relayées par les publics. Il y a des randonnées à roller entourées par des policiers qui protègent les rollers. Des vélos avec des combinaisons fluo pour les protéger en cas de danger, mais il y a partout comme ça une espèce de prise en charge sociale de la fête. Est-ce que c'est vraiment très, très propice à la bohème? J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, et c'est vrai que mon héros, lui, est encore habité au fond par une idée justement de cette notion poétique qu'est la bohème. La bohème, c'est l'errance, etc. Et ce qui m'intéressait en décrivant ce Paris de 1980, c'est que c'est à la fois un Paris assez nul qui est en train d'apparaître, puisque en l'occurrence là c'est l'inauguration du Forum des Halles qu'on achève de détruire d'ailleurs aujourd'hui. C'était vraiment une erreur tragique ce Forum des Halles. Oui. Et en même temps dans ce quartier des Halles où se déroule le livre, avec les bains-douches, avec la rue des Lombards, à ce moment-là il y a encore quelques résidus des anciennes halles de Paris qui ont été détruites il n'y a pas si longtemps, et on trouve encore pas mal de restaurants de nuit, pas mal de bars un peu bizarres, pas mal etc., des beurres au fromage, etc., sur les côtés des halles. Et donc voilà, il y a plusieurs couches qui se superposent, le vieux Paris, le Paris hippie, babacool, le Paris new wave, etc. Tout ça est encore un petit peu mélangé et indéterminé, si vous voulez, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que au fond, c'est un livre du début d'une époque, début des années 80, dans lesquels mon personnage s'enfonce sans savoir ce que ça va être, sans savoir que 10 ans plus tard, on dira ah ouais, c'était les années cynisme, c'était les années futiles, etc. Lui, il y va comme à la découverte de son propre destin, quoi. Mais ce que vous dites est paradoxal parce que d'un côté, vous nous racontez un Paris dur, cruel, qui était ce fameux Paris des années 80, et de l'autre, Benoît Dutortre, on vous sent empli de nostalgie pour cette époque révolue, et on vous sent très critique à l'égard de ce monde aujourd'hui si aseptisé selon vous. Oui, mais d'abord, comment ne pas être nostalgique du temps de nos 20 ans? Je veux dire, c'est ça le paradoxe de la nostalgie, c'est qu'on peut être nostalgique de n'importe quoi, même d'une époque médiocre, quand c'est celle de notre apprentissage et de notre jeunesse, si vous voulez. Mais en même temps, c'est vrai que l'évolution globale de Paris me paraît pas toujours très, très enthousiasmante. Je veux dire, c'est une ville qui n'invente plus ses modèles. Elle suit les modèles de la modernité aujourd'hui. On peut dire que des années 1850 jusqu'aux années 1950, Paris a créé son modèle, y compris architecturalement, avec Haussmann et mille autres choses. Bon, aujourd'hui, Paris est dans une espèce de tentative d'imitation des grandes capitales du monde. Voilà, c'est très bien, mais heureusement, comme c'est une grande ville, il s'y passe encore 1000 choses imprévues. J'espère que ça va continuer. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Benoît Dutortre, d'être venu nous voir ce matin sur France Musique. Je rappelle que votre émission, Étonnez-moi Benoît, c'est le samedi à 11h du matin, de 11h à 12h30. Benoît Dutortre, À nous de Paris, ça vient de sortir chez Fayard. Merci beaucoup. Merci.